Alors imaginez, si vous voulez, cette analogie relativement ridicule, d'accord? Ce n'est en aucun cas plausible dans la vie réelle, mais imaginez simplement, d'accord? Vous vivez dans un immense complexe d'appartements composé de 3 grandes tours d'appartements. Et puis un jour, vous avez une infestation de rats. Il y a beaucoup de rats, il y a un problème. Il y a un problème de rats. Alors que faites-vous? Vous allez voir le propriétaire et vous lui dites « Hé, propriétaire, nous avons des rats, nous devons résoudre ce problème. » Et vous êtes en charge. Le propriétaire dit « D'accord, très bien, je m'en occupe. Un mois passe, rien ne se passe, vous avez toujours les rats, c'est un problème. » Vous et les autres locataires de l'immeuble, furieux, allez ensemble frapper à la porte du propriétaire. Vous avez signalé au propriétaire le problème de rats il y a un mois, mais rien n'a été fait. Le propriétaire répond simplement « Oh d'accord, je demanderai à mon ami exterminateur de s'en charger. » Alors l'ami exterminateur passe et il dit « En fait, nous ne pouvons pas vraiment, vous savez, attaquer ou tuer les rats parce que ce serait inhumain. Nous allons essayer de négocier avec eux et espérons qu'ils peuvent voir les erreurs de leur façon de faire et qu'ils partiront d'eux-mêmes. » À ce stade, vous êtes énervé. Alors un jour, c'est le 1er du mois, c'est le jour du loyer. Le complexe d'appartements numéro 1 refuse de payer le loyer et veut expulser le propriétaire pour sa négligence. Les résidents prévoient qu'au Snevoit de gérer eux-mêmes le complexe. Les 2 autres appartements voient cela se produire et ils sont inspirés le mois suivant. Le loyer est dû, le complexe d'appartements numéro 2 fait exactement la même chose. Le mois 3 passe, l'appartement numéro 3 fait la même chose. Après que cela se produit, le mot se répand à la société de gestion immobilière et vous ne pouvez pas expulser nos propriétaires que nous avons embauchés pour vous gérer. C'est mal, c'est illégal. Soit réinstallez les propriétaires et suivez les accords sur vos baux, sinon nous allons couper votre électricité et tout et nous allons envoyer les autorités. Mais les complexes d'appartements tiennent bon et ils sont comme des autorités. La moitié des gens dans nos complexes d'appartements travaillent pour vos autorités. Certains d'entre nous ont même formé vos autorités. Nous connaissons toutes vos astuces. Nous vous avons demandé de l'aide. Vous ne nous avez pas aidés, alors nous faisons notre propre chose. Cela, mesdames et messieurs, est essentiellement l'histoire du Sahel en Afrique. Parlons de géographie. D'accord, alors plongeons directement dans le sujet. Tout d'abord, ce sujet n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui se passe depuis un moment. Mais comme toutes les vidéos sur YouTube qui l'expliquent sont un peu ennuyeuses et elles sont juste monotones et c'est juste trop formel et structurel. Et donc je vais vous expliquer cela comme si vous étiez un enfant avec des lésions cérébrales, avec une capacité d'attention incroyablement faible, qui a besoin de jolies petites images pour apprendre des choses. Essentiellement, si vous êtes comme moi, d'accord, je n'ai pas le temps, allez droit au but. Donc en Afrique, vous avez beaucoup de régions physiques. D'accord, vous avez probablement tous entendu parler du désert du Sahara. Ce sont les vastes dunes de sable du plus grand désert non polaire au monde. Et puis vous avez entendu parler de la savane, n'est-ce pas? Vous savez, les prairies avec les arbres en forme de parapluie et les animaux errants partout. C'est essentiellement le royaume, vous savez, comme la savane, d'accord. Entre le Sahara et la savane, il y a une 3e région étiquetée S, le Sahel. C'est là où le désert commence à avoir un peu plus de flore et de faune, mais ce n'est pas encore tout à fait au niveau de la savane. Le Sahel s'étend sur environ 7 pays en Afrique du Nord. C'est une région très unique. Elle abrite une grande variété d'empires et de royaumes anciens et médiévaux, comme les Songhai, les Mossi et même l'empire du Mali, qui avait Mansa Musa, qui était sans doute l'homme le plus riche jamais connu sur Terre. C'est aussi le foyer de l'une des plus grandes gammes de familles de langues de toute l'Afrique. Vous avez l'afro-asiatique, vous avez le tchadique, vous avez le sémitique, et les coutumes et traditions ici sont intenses. Vous avez tout du festival de la frénésie du poisson au festival d'Ogon du Mali avec ses masques vraiment très hauts. Vous avez le peuple semi-nomade Fula, où les hommes organisent une sorte de concours de beauté pour que les femmes soient les juges pour choisir leur mari. Ici, dans le Sahel, un lieu vibrant, intense et unique. Et à cet égard, il y a 3 pays très spécifiques sur lesquels nous allons nous concentrer dans le Sahel. Mali, Burkina Faso et Niger, un bref aperçu historique sur chacun de ces pays. Au Mali et au Niger, plus de 95% de la population est musulmane, tandis qu'au Burkina Faso, environ 25% est chrétienne et le reste est musulman. Bien que tous tiennent très près de leur système de croyances africain traditionnel, et souvent ils fusionnent de manière syncrétique les croyances de l'islam et du christianisme avec leurs croyances africaines animistes et avec 12 autres pays, ils étaient membres fondateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus grand bloc régional de l'Organisation internationale de la francophonie dans la région, a marqué le début d'une nouvelle ère après les indépendances lors de sa création en 1975. Mais voici le truc, aussi vibrant et incroyable que ces endroits puissent être en surface, en ce qui concerne les problèmes gouvernementaux, ces endroits sont notoirement connus pour avoir toujours été une sorte de montagne russe. La majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, sauf 5, ont gagné leur indépendance de la France et sont principalement francophones.
Et depuis l'indépendance de la France, dans les années 60, ces pays ont collectivement connu un certain nombre de coups d'État, 5 chacun pour le Mali et le Niger, et le Burkina Faso avec 9, le pays avec le plus de coups d'État réussis de tous les pays sur Terre. Techniquement, la Bolivie les dépasse si vous incluez les tentatives réussies et non réussies, comme ils en ont eu 8 réussis et plus de 20 non réussis, comme la Bolivie était le coucou pour les cuckoos à puff. Enfin bref, donc pendant environ 2 décennies, des années 90 au début des années 2000, bien que oui, des problèmes persistaient dans cette région. Il n'y a eu aucun coup d'État majeur, tout était généralement un peu stable, mais ensuite en 2012, tout a basculé. En gros, les parties nord du Mali étaient attaquées et occupées par de grands groupes rebelles, de nombreuses factions, de nombreux belligérants, mais surtout des Touaregs ethniques qui vivaient dans cette région. Le principal étant le mouvement national pour la libération de l'Azawad cherchant l'indépendance pour la région nord du Mali, qu'ils appellent Azawad. Donc en gros, le MNLA a été le catalyseur qui a en quelque sorte commencé toute cette chose, et ils se sont battus contre le gouvernement central malien, à tel point qu'ils ont pratiquement arrêté toute autorité de l'État sur la région. Ils ont même pris Timbuktu pendant un moment, comme le site de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Timbuktu, et voici le truc. Les choses se sont encore compliquées, car pendant que cette instabilité politique se produisait, un tas d'autres groupes djihadistes extrémistes sont arrivés comme Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb. Ils ont saisi l'opportunité de prendre d'autres sections du Mali, et maintenant il y a un tas d'autres groupes insurgés, et tout devient très désordonné, et ils se battent tous entre eux. C'était tellement grave que les groupes extrémistes ont même expulsé le MNLA de Timbuktu. C'était fou. Le gouvernement malien a alors demandé l'aide de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la France. Et ils sont venus et ont sécurisé à nouveau Timbuktu, mais ensuite ils ont un peu laissé le reste du nord du Mali seul et n'ont pas fait grand-chose à ce sujet. Ils ont essayé de négocier et de trouver des moyens plus doux pour y faire face, mais c'était très inefficace. Le nord du pays restait sous contrôle des séparatistes de l'Azawad, comme s'ils ont obtenu Tombouctou, mais ensuite ils ont juste un peu laissé le reste, et ils l'ont laissé ainsi pendant presque une décennie, avec peu ou pas d'efforts pour combattre les rebelles. Et oui, le peuple malien a commencé à être vraiment énervé par cela. Parce que voici le truc quand vous traitez un problème de manière minimale et le laissez pourrir pendant presque une décennie. Il commence à étendre ses tentacules vils, créant un effet boule de neige cauchemardesque qui finirait par faire craquer les 3 pays. Suite à la guerre civile malienne, de nombreuses organisations paramilitaires djihadistes sont apparues dans la région de l'Iptako-Gourma, où se rejoignent les 3 pays. Suite aux accusations d'échec dans la lutte contre ces problèmes, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé d'agir. La crise au Mali a débuté en 2020 avec une colère généralisée contre le président Keïta en raison de la corruption, de la mauvaise gestion des fonds publics et de l'incapacité à endiguer la violence djihadiste. Peu après, le colonel Goïta a orchestré un putsch pour destituer le président. Après l'échec des dirigeants civils à consulter l'armée et les accusations de corruption, il y a eu un mini-coup d'État supplémentaire. Peu de temps après, le Burkina Faso s'est inspiré de cela, et le lieutenant-colonel Damiba a renversé leur président Kaboré pour essentiellement les mêmes raisons qu'au Mali. Mais peu après, il a été évincé lors d'un second putsch par son capitaine Ibrahim Traoré, l'accusant de ne pas assez lutter contre les djihadistes. Enfin, au Niger, le général Tchiani a renversé le président Mohamed Bazoum. Pendant que ces événements se déroulaient, les dirigeants de chaque coup d'État ont noué des relations étroites et formé des liens forts entre eux. Voilà ce qui s'est passé. Dans ces 3 pays, les populations civiles étaient généralement d'accord avec ces coups d'État renversant les dirigeants, car tout était à peu près inefficace dès le départ. Ces dirigeants ne combattent pas le problème des insurgés du groupe rebelle. Ils gèrent mal les fonds gouvernementaux et les dépensent de manière corrompue dans des projets de prédilection. C'est comme s'ils en avaient aussi marre que les leaders du coup d'État. Mais voilà le hic. Suite au coup d'État au Mali et au Burkina Faso, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu leur adhésion. Mais par la suite, ils se sont un peu retirés, se sont occupés de leurs propres affaires sans faire grand-chose. Mais quand il s'agissait du Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest était vraiment préoccupée, car le Niger était en quelque sorte un allié plus stable qu'ils ne voulaient pas perdre. Non seulement ils ont suspendu leur adhésion, mais ils ont aussi imposé des sanctions et des restrictions commerciales, gelant des actifs. Et enfin, ils ont menacé que s'ils ne revenaient pas à leurs règles civiles constitutionnelles, ils envisageraient d'imposer une intervention militaire. C'était la goutte d'eau qui a énervé tout le monde. C'était comme si vous n'étiez pas là quand nous avions besoin de vous et que vous nous demandiez de nous aider, et maintenant vous nous menacez, et la Guinée n'a-t-elle pas juste eu un coup d'État, mais vous êtes tout doux avec eux, et vous avez ces petites négociations douces, et vous ne leur mettez pas beaucoup de pression. Oh, et aussi les dirigeants du Sénégal et de la Côte d'Ivoire n'ont-ils pas modifié la Constitution pour prolonger leur règne, et cela s'est produit, mais vous n'avez rien fait à ce sujet.
Vous n'avez pris aucune mesure contre eux, mais maintenant vous nous punissez. Cela a créé la perception que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait du favoritisme envers certains pays, mais ciblait en quelque sorte le Sahel. La menace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envers le Niger a été le point de rupture. En 24 heures, ils ont défié l'organisation. Tous les trois ont annoncé qu'ils se retireraient officiellement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, une intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Et en plus, ils ont expulsé toutes les troupes françaises et coupé complètement les liens avec la France, qu'ils disent avoir une emprise sur la structure géopolitique et même financière des transactions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont même supprimé le français en tant que langue officielle et l'ont actuellement rétrogradé à une simple langue de travail. Et avec cela, une nouvelle coalition a été formée, l'Alliance des États du Sahel, ou AES, qui est essentiellement comme une proto-fédération entre les trois États. En ce moment même, en 2025, les détails sont encore en train de sortir. Ils essaient toujours de comprendre comment ils vont avancer avec cette nouvelle chose de proto-fédération d'alliance, comme ces trois pays qui se tiennent ensemble. Et ils ont annoncé beaucoup des objectifs qu'ils souhaitent poursuivre à l'avenir, tels que l'amélioration de la sécurité régionale et la lutte contre les insurgés régionaux, le rejet des pressions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des puissances occidentales, surtout de la France, des initiatives économiques et de développement conjointes pour aider à se construire, potentiellement adopter leur propre nouvelle monnaie, abandonner l'actuel franc CFA d'Afrique de l'Ouest, ce qui est fou parce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pensait même à créer sa propre nouvelle monnaie, appelée l'ECO. C'est comme s'ils auraient pu juste, je ne sais pas, potentiellement former de nouveaux documents, comme des passeports dans un cadre conjoint très fort. Hey, saut dans le temps, je suis en train d'éditer la vidéo et j'ai réalisé qu'ils ont déjà fait ça, et finalement la souveraineté politique et économique. Ils envisagent de nouvelles voies sur comment avancer. L'une des possibilités est tout simplement comme une très forte fédération d'union de trois États distincts. Ou peut-être une seule union unifiée, il est trop tôt pour dire ce qui va se passer. Mais s'ils faisaient ce dernier, cela les rendrait effectivement le nouveau plus grand pays de toute l'Afrique en termes de superficie. Alors cela pose la question suivante, comment avance-t-il diplomatiquement parce qu'aucun pays sur Terre n'est absolument isolationniste? Même le Bhoutan et la Corée du Nord, qui ont un secteur d'exportation, ont déjà mentionné vouloir abandonner leur protectionnisme. Donc, qui est admis maintenant? Ils ont dû chercher des alternatives autres que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les alliés occidentaux. C'est alors que le groupe Wagner est devenu un acteur clé qui est entré dans leur ligne de mire en ce qui concerne les alliances militaires. Pour rappel, le groupe Wagner est une entreprise militaire privée qui n'est pas directement sous l'autorité du Kremlin. Cependant, ils sont étroitement liés au Kremlin. Yevgeny Prigojine, surnommé le chef de Poutine, était un ami proche de ce dernier. Nous nous écartons du sujet. Le point est que les armées privées ne sont pas une nouveauté, mais le groupe Wagner est l'un des plus notoirement notables à travers le monde. Parce que voyez-vous, quand vous avez une entreprise militaire privée, c'est un peu comme s'ils pouvaient sortir et faire des choses, et le pays auquel ils sont affiliés a une dénégation plausible pour tout ce dont ils pourraient être coupables, comme c'est le cas avec de nombreux cas documentés avec le groupe Wagner, et le groupe Wagner est connu pour être l'organisation militaire qui va généralement à l'étranger et s'implique dans des choses via des contrats militaires. Le Mali a été le premier à insister pour inviter le groupe Wagner. Le Burkina Faso et le Niger étaient un peu méfiants, car ce n'est pas la première fois que le groupe Wagner opère en Afrique, et ils sont connus pour leurs actions controversées. Mais le Mali était comme, regardez, c'est soit eux, soit la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Occident, qui n'ont pratiquement rien fait. Ils ont été inefficaces ou ont empiré les choses. Pourquoi choisir Wagner? C'est une question de pour et de contre. Les avantages, pas de conditions politiques, ils viennent, travaillent efficacement contre le terrorisme sans demander de réformes démocratiques, sans retard bureaucratique. Les inconvénients, aucun respect des droits de l'homme, comme le massacre de Moura en 2022, une frappe antiterroriste ayant tué des civils. C'est comme si de mauvaises choses allaient probablement se produire, mais bon, vous vous êtes inscrit pour elles. Maintenant, la chose est que tout cela s'est passé avant la mort de Yevgeny Prigojine, et puis après sa mort. Cela a rendu les choses un peu plus incertaines de leur côté. Oui, son fils a pris la relève, mais ensuite ils ont commencé à aimer le Kremlin, à commencer à prendre plus de contrôle sur les affaires du groupe Wagner. Et donc maintenant, c'est un peu comme si l'Alliance devait traiter plus directement avec la Russie, plutôt qu'avec cette entité privée, ce qui rend les choses un peu plus politiquement plus impliquées, ce qu'ils essaient d'éviter, parce que c'est comme, oui, la Russie est anti-occidentale, mais en même temps, ils sont aussi cette entité étrangère, massive et puissante. Et nous essayons de nous éloigner de trop de dépendance. À cela, c'est une alliance croissante mais risquée qu'ils essaient en ce moment.
C'est comme voulez-vous quelque chose de lent et inefficace en temps d'urgence, ou voulez-vous quelque chose de risqué et dangereux, mais rapide et efficace, et souvent trop destructeur. De plus, ils ont discuté avec d'autres pays comme la Turquie et la Chine pour des plans de développement dans le cadre de leur initiative de la ceinture routière. Ils auraient également eu des discussions avec l'Iran, mais les détails sont flous. À ce stade, il est trop difficile de donner des réponses définitives à ce qu'ils ont exactement dit. C'est juste qu'en ce moment, il y a 3 pays qui restent vraiment unis, fermes et forts. Donc comme ma conclusion finale, si je peux dire quelque chose à ce sujet, pas que je pense que cela ait même de l'importance, et je ne pense pas que quiconque dans tous ces pays se soucierait, encore moins les dirigeants de ces États sécessionnistes de l'Union fédérale, comme je ne pense pas qu'ils se soucieraient de ce qu'un youtubeur américain aléatoire dit d'eux. Mais si je pouvais dire quelque chose, je dirais que quand je pense à cette région, le Sahel ou le Mali et le Burkina Faso et le Niger, ce à quoi je pense, c'est quand j'ai fait mes vidéos sur ma chaîne, vous savez, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Je pense aux vidéos que j'ai faites et je suis juste, comme ce que j'ai dit au début de cette vidéo, la vaste culture, la beauté, la vivacité, les couleurs. Je suis fasciné par cette région et combien elle a d'importance sur tout le continent africain et combien elle a une riche histoire et culture. Je ne sais pas, ça me rend juste triste. C'est ainsi que les choses ont fini. J'espère que les choses avanceront dans une bonne direction. Je sais que c'est une platitude très générique et vide à vous dire, mais j'espère vraiment que c'est le cas, parce qu'il y a tant de beauté dans cette région. Je me souviens juste que je suis allé très brièvement au Burkina Faso, dans la ville de Sinkansé, juste à la frontière avec le Togo. Quand j'ai essayé de faire cette vidéo sur le saillant des 3 pays, le garde-frontière était super gentil. Sans lui, je n'aurais jamais pu voir cette région, parce qu'il nous a permis de passer la frontière et il nous a escortés jusqu'à la zone du saillant des 3 pays. Et puis, après avoir terminé cette vidéo, nous avons déjeuné avec lui dans un petit restaurant de la région. Nous avons mangé un ragoût de chèvre avec du fufu, c'était incroyable, même si je ne suis pas un grand fan de cette viande. Je préfère le bœuf, mais j'aime toujours tout ce qui est avec des foufous. Enfin, ce n'est pas le sujet. Mon très bref moment d'interaction avec les Burkinabés, le garde-frontière et les gens, je ne l'oublierai jamais. C'était bref, mais mémorable et j'ai adoré, j'en aurais voulu davantage. Je ne sais pas à quoi ressemble votre avenir, j'espère simplement qu'il s'améliore. C'est tout ce que je peux dire. J'espère juste que les choses s'améliorent, c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et restez à l'écoute.